Bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé par l'Union des Français de l'étranger. Bienvenue à vous tous expatriés. Je crois que vous êtes nombreux à être aujourd'hui soit en Europe, soit en Afrique. Ce webinaire consacré à l'immobilier, à l'investissement en immobilier. Mon nom est Amaury de Calonne et je suis associé au sein de la société Monetivia. Et je vais vous présenter une solution d'investissement en immobilier qui connaît un fort engouement en France, qui est en plein essor. Il s'agit de l'investissement en nue propriété. Alors, quand on parle investissement immobilier, bien évidemment, on a en tête le plus connu des investissements, c'est l'investissement locatif. Et il est vrai qu'aujourd'hui, certains en reviennent, et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce que lorsqu'on achète un bien en immobilier et qu'on met un locataire, on est sujet ou soumis au risque locatif de vacances, où il faut changer les locataires, au risque d'impayés. Heureusement, ça n'arrive pas très souvent, mais ça peut arriver. Et surtout, plus globalement, on constate que les rendements ne cessent de baisser sur les loyers, parce que d'abord, on a vu un recul des loyers sur 10 ans par rapport à l'inflation. Et on voit par exemple des villes qui encadrent les loyers, alors que les prix de l'immobilier ont continué à augmenter. Donc, évidemment, le rendement se dégrade mécaniquement. Lorsqu'on est propriétaire, on doit régler un certain nombre de charges et de travaux, les charges de copropriété, les taxes foncières, qui, elles aussi, les taxes et les charges n'ont cessé d'augmenter ces dernières années. Et on peut parier sur le fait que les prochaines années, c'est notamment la taxe foncière, il n'y a pas vraiment de raison que ça s'arrête, avec la suppression de la taxe d'habitation. Donc, les rendements diminuent, et la fiscalité, elle, ne cesse d'augmenter. On a vu des nouvelles tranches apparaître d'imposition à 45% en 2012, la CSG, CRDS, le prélèvement libératoire, etc., qui ne cesse d'augmenter, passé à 17,2%, l'ISF qui est devenu l'IFI, donc on impose encore l'immobilier, etc., etc. Vous ajoutez à ça le temps passé en gestion et l'énergie. Quand on est notamment expatrié et qu'on est loin, c'est un certain nombre de choses qui font que accumuler, ça fait beaucoup. Alors, je vous ai mis un petit exemple ici, en tant que non-résident. Voilà, vous avez un bien immobilier que vous achetez qui a une valeur de 600 000 euros. Son rendement brut, la mise en location du bien, c'est 21 000 euros. Une fois que vous déduisez les coûts d'assurance, de charges de copro, de petits travaux sur les années qui passent, on a toujours des petites choses à faire dans les appartements, la taxe foncière, etc., on retient à peu près 20%. À ça, ensuite, sur le net de loyer que vous allez percevoir, vous êtes fiscalisé, bien évidemment. Alors, les non-résidents, pour la majorité, alors ça dépend des pays, mais globalement, c'est 20% de vos loyers auxquels vous ajoutez le prélèvement de solidarité. Donc, une fois que vous retirez ces 27,5%, soit 4 620 euros, vous voyez que par rapport au loyer de départ de 21 000 euros, il vous reste dans votre poche 12 180 euros, soit un rendement net de 2,03. Si en plus vous êtes à l'impôt sur la fortune immobilière, à l'IFI, là je vous ai mis un cas, vous seriez juste au-dessus d'1,3 million, c'est 4 200 euros de moins en termes de rendement, parce que vous devrez payer cet IFI. Il vous reste 7 980 euros, soit 1,33% de rendement net. Alors vous voyez bien que sur un exemple comme celui-là, il faut être motivé pour faire du locatif. Alors attention, l'idée n'est surtout pas de jeter l'anathème sur l'investissement locatif. On peut très bien faire le locatif, du meublé par exemple, ça peut être très malin de faire ce genre de choses. Maintenant, il faut savoir que c'est du temps. Si ce n'est pas du temps, on donne ça à des sociétés qui vont faire la gestion du bien, etc., etc. Alors, pour échapper à tout ça, il existe effectivement une nouvelle solution qui se développe énormément en France. On voit beaucoup de particuliers et même des institutionnels qui investissent sous ce format-là. Ça s'appelle la nue propriété. Et c'est, s'il fallait résumer, tous les avantages du locatif sans ses inconvénients. Le principe de l'investissement en nue propriété,
c'est j'achète un bien immobilier à un vendeur qui reste dedans. Et qui reste dedans pour une période déterminée, qu'on fixe ensemble. Et cette période, cet usage, on va le valoriser. On va le valoriser économiquement à partir du loyer. Et donc, sur un bien, par exemple, qui vaut 500 000 euros, le vendeur dit, moi, je vais occuper le bien 15 ans, hein, les 15 prochaines années, au lieu que vous le mettiez en location, moi, je prends le bien, je l'occupe pendant les 15 prochaines années. Et cette valeur d'occupation, cette valeur d'usage, on va la déduire de la valeur du bien. On fixe le loyer et on déduit ça de la valeur du bien. 15 ans d'occupation, ça vaut 180 000 euros. 500 000 euros moins 180 000 euros, j'achète le bien moins investisseur, 320 000 euros. Et je laisse 15 années à mon vendeur, à mon occupant. C'est aussi simple que ça. Juridiquement parlant, on ne va pas mettre un bail en place, hein, c'est le principe du démembrement de propriété. Alors pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, en France, le droit immobilier est assez simple. Lorsque vous êtes plein propriétaire, cette pleine propriété se décompose de deux droits, la nue propriété et l'usufruit. La nue propriété, c'est je suis propriétaire des murs, mais je n'en ai pas la jouissance. L'usufruit, c'est j'ai l'usage et le fruit du bien. C'est donc moi qui vais, en tant qu'usufruitier, occuper le bien, voire même percevoir les loyers si le bien est mis en location. Et c'est la réunion de ces deux droits qui compose la pleine propriété du bien. Et là, le principe, c'est qu'on va démembrer le bien, le vendeur va vendre la nue propriété et conserver un usufruit temporaire. Cet usufruit temporaire, comment est-ce qu'on va valoriser économiquement cet usufruit, parce que c'est bien de ça dont on parle, hein. Vous, en tant qu'investisseur, lorsque vous achetez ce bien, vous laissez un usage, mais il a une vraie valeur économique. Et on va le fixer, cette valeur, on va la fixer à partir des loyers. C'est aussi simple, c'est bête et méchant. C'est ce bien-là, cet appartement de 50 mètres carrés à Paris, cet appartement de 100 mètres carrés à Bordeaux, cette maison dans le sud de la France, combien vaut de l'habiter? Quel est le loyer? On va fixer le loyer de marché du bien. On va l'indexer sur la période d'usufruit, c'est-à-dire qu'on va le faire augmenter d'1,5% pendant toute la durée d'usage conservé par le vendeur. On va actualiser évidemment les flux futurs et on va retirer tout de suite le ratio de charge qui incombe traditionnellement aux propriétaires. Et c'est cette masse de loyer, cette masse sur l'exemple que je donnais tout à l'heure de 15 années, cette masse de 15 années de loyer que l'on va déduire de la valeur du bien. Ce qui revient à dire que l'acheteur va être réglé immédiatement de 100% des loyers sous forme de réduction de prix. C'est ça, la fameuse décote dont il va bénéficier. Alors, lorsqu'on fait ce type d'opération, on le fait souvent avec un senior, un usufruitier qui est un senior, qui est une personne âgée. Et donc, deux cas de figure peuvent se produire lorsque c'est un senior qui occupe le bien. Le premier cas de figure, c'est qu'il décède prématurément. C'est-à-dire qu'il a fait l'opération quand il avait 70, 75, 80 ans. On a déterminé avec lui un usufruit d'une durée fixe, reprenons mon exemple à 15 ans. Et puis, je m'attends à récupérer le bien dans 15 ans. J'ai payé le bien, j'ai acheté la nue propriété et lui ai laissé cette durée de 15 années. Et puis, il décède 5 ans plus tôt. Au bout de 10 ans, ce senior décède. Là, qu'est-ce qui se passe? L'usufruit, juridiquement, s'éteint immédiatement et le bien est ce qu'on appelle remembré. Vous êtes, vous, nu propriétaire, devenu mécaniquement, juridiquement, immédiatement, plein propriétaire du bien. Et donc, 5 ans plus tôt. Donc, vous allez récupérer le bien 5 ans plus tôt. Or, votre vendeur vous a pré-réglé la valeur de 15 années, mais il n'a consommé que 10 ans. Vous allez donc restituer la valeur de ces 5 années qu'il a prépayée, mais pas consommée. Sur cette valeur, on va appliquer un abattement. L'idée est de dire, vous encaissez tous les loyers par avance sous forme de réduction de prix, on les sécurise de cette manière-là. Si vous devez en rendre, parce que ça s'arrête plus tôt que prévu, vous rendez, mais vous ne rendez pas tout. Vous ne rendez pas tout parce qu'on applique sur cette valeur résiduelle un abattement de minimum 33%. C'est-à-dire que vous allez conserver un tiers des loyers à restituer. Ce qui fait mécaniquement augmenter évidemment
votre rentabilité, donc le TRI de l'opération. Le deuxième cas, un peu plus rare, mais qui pourrait se produire, sur lequel vous êtes aussi totalement protégé, c'est qu'au bout de 15 ans, l'usufruitier, le senior, alors qu'il a conservé un usufruit temporaire, veuille prolonger un peu son bail dans le bien et vous dise ben moi je garderai bien encore 1 an, 2 ans, 3 ans le bien, je resterai bien dans le bien un peu plus longtemps. Il faut savoir qu'à ce moment-là, au terme de cet usufruit, il a au moins 92, 93, 94 ans. Et là, il souhaite rester encore un peu plus dans le bien. Vous êtes totalement protégé par le fait que ce senior a souscrit une assurance qui va s'enclencher automatiquement sur sa vie au terme de l'usufruit. C'est-à-dire, si c'est 15 ans d'usufruit, au bout de 15 ans. Si c'est 10 ans, au bout de 10 ans. Si c'est 25 ans, au bout de 25 ans. Si les termes qu'on avait prédéfinis sur une opération, c'est 15 ans, au bout de 15 ans, si le vendeur est toujours en vie, une assurance va s'enclencher. Et elle va être versée à l'acheteur tant que le bien est occupé, au-delà des 15 ans. Tous les mois, le nu propriétaire va percevoir un revenu tant que le bien est occupé au-delà de 15 ans. Si en revanche, le senior quitte le bien, au bout de ces 15 années, comme je vous le disais, il a 92, 93, 94, 95 ans, il quitte le bien, à ce moment-là, c'est lui qui perçoit cette rente jusqu'à la fin de ses jours et qui va lui permettre, évidemment, pour lui, c'est comme une forme de prévoyance qui va lui permettre de financer sa maison de retraite ou son EHPAD après avoir quitté le bien. Et vous récupérez évidemment le bien en pleine propriété. Donc, en résumé, c'est assez simple. C'est un demandement de propriété. Vous achetez la nue propriété, vous laissez un usufruit temporaire qui peut se terminer plus tôt si jamais il y avait décès prématuré, si jamais pour une raison ou pour une autre le bien est libéré avant. À ce moment-là, vous récupérez le bien plus tôt, mais votre TRI va augmenter. Vous avez un gain supplémentaire eu égard à l'abattement qu'on va appliquer sur la restitution des loyers. Vous êtes donc garanti à minima d'avoir toujours 15% de décote sur le bien. Si jamais le décès avait lieu la première année où vous avez acheté le bien en nue propriété, vous aurez 15% de décote. Vous aurez acheté le bien avec 15% de décote minimum. Deuxième cas de figure, au-delà des 15 ans, l'occupant souhaite prolonger un peu et continuer à habiter le bien. À ce moment-là, vous êtes assuré d'avoir un revenu à date au bout des 15 ans. Et tous les mois, vous sera versé un revenu mensuel, une indemnité qui protège, qui est calculée de telle sorte qu'elle protège la rentabilité de l'opération. Alors pourquoi la nue propriété a de nombreux avantages pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un couple rendement risque absolument optimal on va lister maintenant tous les avantages de procéder de la sorte. C'est-à-dire la première chose, vous l'avez bien compris, c'est que vous êtes réglé de 100% des loyers sous forme de réduction de prix. Donc, vous n'avez aucun risque locatif, puisque cette décote dont vous bénéficiez correspond à 100% des loyers perçus en déduction de la valeur du bien. Donc, loyer totalement sécurisé, perçu immédiatement et à 100%. Il n'y a pas de vacances possible. Vous les percevez net d'impôts parce qu'ils ne passent pas par la case impôt. Ce n'est pas un revenu foncier sur lequel vous seriez fiscalisé. Ils sont perçus sous forme de réduction de prix. Donc, ils sont perçus net d'impôts. Lorsque vous allez revendre le bien, vous avez acheté, par exemple, un bien qui vaut 1 million d'euros en laissant 15 ans, vous l'avez acheté 650 000 euros parce que l'usufruit a été valorisé 350 000 euros, cette période que vous laissez. Vous achetez 650 000 euros le bien. Le jour où vous récupérez le bien, si vous le revendez, votre prix de revient pour le calcul de la plus-value, c'est 1 million d'euros. C'est-à-dire que la décote, les 350 000 euros, sont perçus net d'impôts. L'usufruit écrase totalement la fiscalité. Donc, c'est tout l'intérêt d'un investissement de ce type. C'est j'achète 650 000, un bien qui vaut 1 million. Si je le revends 1 million, la différence entre 650 000 et 1 million, c'est dans ma poche, net d'impôt. Autre avantage de procéder de la sorte, vous avez
la taxe foncière et les charges de copropriété qui sont réglées par l'usufruitier pendant toute la durée de l'usufruit. Vous ne conservez, vous, que les seules grosses réparations éventuelles, ce qu'on appelle l'article 606, et ces grosses réparations qui se réduisent, qui se résument au ce qu'on appelle le clos et couvert, c'est-à-dire la structure et la toiture. C'est vraiment l'enveloppe de l'immobilier, tout le contenu, ascenseur, je sais pas, changement de chaudière, tout ça, c'est pour l'usufruitier. Même le ravalement de façade incombe à l'usufruitier parce que c'est du nettoyage, sauf si il touchait vraiment la structure et qu'on faisait le bâti de l'immeuble, mais un ravalement de façade est pour l'usufruitier. Donc vous n'avez aucun flux financier pendant toute la durée du usufruit, vous n'avez rien à payer. Autre avantage, les frais de notaire. Les frais de notaire, qui, comme vous le savez, dans l'ancien, tournent autour de 7,5%, eh bien, ils ne sont pas calculés sur l'assiette de la valeur du bien, de la pleine propriété, du million d'euros dans l'exemple ici, mais sur la valeur fiscale de la nue propriété. Donc là, vous allez gagner 7,5% de la décote, en réalité, et donc ce qui correspond à entre 1 an et 1 an et demi de loyer net, rien qu'en gain de frais de notaire, de ce qu'on appelle les droits de mutation. Et puis, dernier avantage, et non des moindres quand on est expatrié et qu'on est loin, c'est que vous n'avez aucun souci de gestion. Vous avez une personne qui est dans le bien, qui est attachée au bien, qui a voulu rester dans son bien, qui l'a entre guillemets monétisé, qui a vendu la nue propriété du bien en conservant son usufruit. Et donc, vous n'avez rien à gérer, aucun souci de gestion. Même l'occupant, vous pouvez le mandater pour aller en assemblée générale et vous n'avez rien à faire. Alors évidemment, on parle de couple rendement-risque optimal. Pourquoi ? Parce que vous avez très peu de risques, pour ne pas dire quasiment aucun, avec de la performance. C'est assez rare. En général, ça ne va pas ensemble. En général, si vous n'avez pas de risque, vous avez peu de rendement. Si vous avez du rendement, c'est que vous avez pris des risques. Là, en l'occurrence, vous achetez un bien tangible avec une forte décote. Donc ça vous prémunit du risque immobilier. Et vous allez prendre la performance du locatif, puisque cette décote est calculée à partir des loyers du bien. Donc, vous allez avoir une rentabilité qui va être même au-delà et meilleure que le locatif, puisque cette décote n'est pas fiscalisée. Donc, vous touchez l'équivalent de 100% des loyers nets. Et de surcroît, vous avez un effet de levier, évidemment, sur l'évolution du marché, parce que si vous achetez 60, un bien qui vaut 100, la hausse du marché, elle se fait sur 100. Vous n'aurez décaissé que 60. Et si le bien passe à 120, vous aurez fait 100%, au lieu de 20% entre 100 et 120. Donc, vous avez un vrai effet de levier en achetant par ce biais-là. Voilà, donc en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, c'est de la pierre, c'est un actif tangible, c'est pas un actif volatile, c'est pas du financier, c'est pas de la bourse, ça va pas ça perd pas 5 une journée et gagne 6 le lendemain. C'est de la pierre, c'est du tangible. Vous l'achetez avec des cotes, donc ça vous donne une forme de capital garanti. Quand je dis souvent aux investisseurs, lorsqu'on investit, la première chose qu'on souhaite, c'est d'abord, avant de penser à gagner de l'argent, c'est déjà de ne pas en perdre. Et c'est un excellent moyen, en achetant un actif tangible avec des cotes, de déjà protéger son capital. Et ensuite, on prend la performance avec le temps qui passe et sur la valeur du bien. On prend toute la performance, ça vaut le coup de préciser, il n'y a pas de frais de gestion, c'est un actif, un bien immobilier que vous possédez. C'est pas comme quand on investit dans des fonds actions ou dans du PERP ou dans des PER, où il y a des frais qui vous seront prélevés chaque année. Là, il y a zéro frais qui vous seront pris. Vous percevez 100% de la performance. Ce qu'il faut savoir quand on fait ce type d'investissement, et ça c'est très important de l'avoir en tête, c'est que c'est un investissement de long terme. On n'investit pas en une propriété pour vouloir récupérer le bien au bout de 2, 3, 4 ans. La vie fait que peut-être que vous récupérez le bien dans ces intervalles-là, mais c'est absolument pas sur ce fondement-là que vous devez prendre votre décision d'investissement. C'est clairement un investissement de long terme. On parle de 10, 15, 20 ans. C'est clairement une solution, un outil de constitution de patrimoine pour le futur.
Je vous ai mis un cas pratique pour vous montrer à partir d'un bien comment est-ce que les calculs sont faits et comment est-ce que ça marche. Il y a tout type de biens qui peuvent être proposés dans l'ancien. Ça va de l'appartement haussmannien à la maison de Saint-Tropez, à l'appartement dans le sud de la France ou ailleurs. Tout type de bien est proposé. Ici, je vous ai mis un cas d'un appartement parisien dans le 10e arrondissement, 130 mètres carrés, sur lequel le propriétaire a vendu la nue propriété en conservant un usufruit de 15 ans. Hein. La façon dont les calculs ont été faits apparaissent ici. Donc la valeur du bien le bien a été estimé à 1,6 million, 1,6 million € en étage élevé, c'est un très bel appartement. On a fixé le loyer du bien, 32,50 € du mètre carré, avec une indexation de 1,50, donc un loyer qui augmente d'1,5% sur chaque année pendant 15 ans. Actualisé à 2,5, on a retiré le ratio de charges, travaux et taxes de 13%, et vous voyez apparaître sur l'écran les loyers chaque année, la masse de loyer. Hein. Première année, 51 000 € de loyer. Deuxième année, parce qu'ils augmentent d'1,5%, 51 890, pour terminer à près de 63 000 € la 15e année de loyer. Et c'est cette masse de loyer qu'on additionne et qu'on déduit de la valeur du bien, ce qui nous donne la valeur de la nue propriété, qui est estimée à 980 000 € ici, auquel on ajoute nos honoraires, les honoraires de structuration. Et donc, le prix de la nue propriété a été fixé à 1 025 000 €, soit 36% de décote par rapport au bien. Cas de figure qui peut se produire, que j'ai évoqué tout à l'heure. Imaginons que pour une raison ou pour une autre, le bien soit libéré 10 ans. Au bout de 10 ans, la valeur de l'usufruit résiduel, c'est-à-dire des 5 dernières années, s'élève à 250 000 € hein, sur la base du bien aujourd'hui à 1,6 million. Les 5 dernières années, on les connaît aujourd'hui, hein, tous les montants sont en acte. Les 5 dernières années, c'est 250 000 €. Sur ces 250 000 €, on applique un abattement de 34%, et le complément à verser du fait de récupérer le bien 5 ans plus tôt, soit au bout de 10 ans et non au bout de 15, s'élève à 165 000 €. Donc le fait que ce soit terminé 5 ans plus tôt a fait gagner 85 000 €, pardon, à l'investisseur, et le bien lui est donc revenu à 1 190 000 € pour un bien qui valait 1,6 million. Il a eu 28% de décote et un TRI de 3,40 net. Alors Monetivia, la société dont je fais partie, est une société qui est spécialisée dans ce type d'actifs, hein, une société qui est spécialisée en immobilier et en ingénierie patrimoniale. Notre métier, c'est le démembrement de propriété. C'est notre domaine d'expertise, c'est de proposer des biens sous ce format-là à des investisseurs qui cherchent à échapper à tous les inconvénients du locatif, à toutes ces contraintes et à la fiscalité, évidemment, sur les revenus fonciers. Donc, on a élaboré une nouvelle solution qui s'appelle le contrat Monetivia et qui est une nouvelle façon d'investir en immobilier, qui est celle que je vous ai décrite ici. On a mis en place cette solution en France avec un partenaire exclusif qui est Allianz. Pourquoi on investit en nue propriété? Pourquoi on fait ce type d'investissement? La première des raisons, c'est parce qu'on veut préparer sa retraite. C'est un merveilleux outil de constitution de patrimoine, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, pour demain, lorsque je récupère le bien, lorsque je suis à la retraite, avoir un complément de revenu, hein, parce que je mettrai en location, ou je le revendrai, et donc j'aurai du capital qui aura travaillé, c'est une sorte d'outil de capitalisation qui aura travaillé et dont je disposerai à ma retraite. Donc c'est un merveilleux outil de constitution de patrimoine, de préparation de la retraite. La nue propriété, c'est aussi un excellent moyen pour donner. Hein. On a beaucoup d'acheteurs qui vont acheter la nue propriété d'un bien, investir sous ce format-là pour donner immédiatement le bien à leurs enfants et écraser ainsi les droits sur la partie usufruitière. Donc c'est un très bon moyen pour optimiser fiscalement la
la transmission. C'est aussi un moyen de se dire je prends date pour demain, c'est-à-dire j'achète un bien, je suis loin, pour ma retraite, je veux acheter un bien aujourd'hui sans avoir à m'en occuper. Et donc, on préconise ça surtout pour les résidences secondaires, pas tellement pour la résidence principale, parce que la réalité, c'est que dans 10, 15, 20 ans, on ne sait absolument pas où on en est, où on en sera. Et donc, anticiper le fait qu'on habitera cet appartement-là dans 15 ans, à mon avis, me paraît risqué. En revanche, acheter une résidence secondaire, un pied-à-terre, en se disant, lorsque je serai à la retraite, j'aurai une maison dans le sud ou sur la côte atlantique ou à Paris, un pied-à-terre, etc. Ça peut faire du sens. Dernière chose, c'est aussi un investissement coffre-fort par définition. Hein. C'est que pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, voilà, je mets mon argent, je place mon argent dans ce type d'actif et rendez-vous le jour où je récupère. La nue propriété, ça peut revêtir différents formats. Celle que j'ai évoquée, donc le contrat Monetivia, avec ce système de récupération possible prématurée ou de récupération post-usufruit, protégée par l'assurance. On peut aussi acheter en démembrement temporaire sec, c'est-à-dire on laisse un vendeur va dire moi je garde bien 10 ans et dans 10 ans je libère. C'est ma résidence secondaire, je la libère. Donc là, vous allez acheter la nue propriété et récupérer le bien à date, 10 ans. Vous pouvez aussi prendre plus de risques si vous le souhaitez, acheter la nue propriété d'un bien et laisser un usufruit viager, un usufruit à vie. Il n'est pas temporaire, il est à vie. Et vous récupérerez le jour où vos vendeurs décèdent ou quittent le bien. Donc là, il n'y a rien à remettre si ça arrive plus tôt, mais en revanche, ça peut arriver plus tard par rapport au calcul. Et là, c'est votre risque. C'est vraiment une question de votre rapport au risque par rapport à votre investissement. Dernière chose, et j'en aurais fini, le comparatif, le démembrement, ça existe aussi dans le neuf. Pourquoi l'ancien connaît un vrai engouement? C'est qu'en achetant dans le neuf, il y a une surcote, par définition. Le neuf coûte plus cher. L'avantage de l'ancien, c'est que vous êtes au prix de marché. Vous pouvez comparer tout de suite sur tous les sites qui existent immobiliers avec le prix du mètre carré du bien d'à côté, hein, voir si le bien a bien été pricé dans l'ancien. Là où le neuf, vous aurez forcément une surcote de 10-15% parce que c'est du neuf. Surcote que vous allez perdre évidemment à la récupération, puisque quand vous récupérez le bien dans 10, 15, 20 ans, le bien sera arrivé sur le marché de l'ancien par définition. Dans le neuf, l'usufruit est laissé à un bailleur social, c'est du logement social. Là où dans l'ancien, c'est des particuliers, hein, c'est du gré à gré. Vous faites ça avec un particulier et qui est évidemment attaché au bien puisqu'il l'occupait avant et il a voulu y rester. L'avantage aussi de l'ancien, c'est que c'est du bien diffus au centre des grandes villes. C'est de l'intramuros, ce qui vous donne une garantie un peu de liquidité du bien le jour où vous le récupérerez sur la revente. Là où dans le neuf, il y a des sujets de foncier, donc c'est souvent en périphérie des villes, un peu plus loin des centres denses. Voilà. Et puis le neuf, c'est souvent des programmes en bloc, hein, donc tout le monde ressort en même temps lorsqu'on récupère le bien. Vous, c'est totalement diffus. Si vous achetez le bien de monsieur ou madame tout le monde, et donc vous serez le jour où vous récupérez le bien, le seul probablement dans l'immeuble. Voilà, j'en ai fini. Les expatriés, c'est une solution qui est particulièrement adaptée à vous parce que c'est 25% des investisseurs au sein de Monetivia. Vous êtes loin, il n'y a pas de gestion locative, il n'y a pas de flux financier. C'est un moyen de préparer votre retour et de prendre date, de vous mettre un pied dans le marché. Voilà l'intérêt ça peut être un investissement effectivement intéressant quand on est loin. Je vous propose de passer aux questions. Si vous avez des questions, on a prévu un petit chat pour ceux qui auraient des questions relatives à l'investissement en nue propriété. Alors, je vous propose de démarrer tout de suite. Je vais prendre la première question de Sophie. Quel type de biens proposez-vous? Peut-on les visiter? Alors, nous proposons des biens qui ont une des deux caractéristiques suivantes, ou les deux. La première, qui ont une valeur locative forte, c'est-à-dire, comme je le disais, qui sont au cœur des villes ou dans des endroits recherchés.
Deuxième caractéristique, qui ont une valeur patrimoniale forte, c'est-à-dire typiquement, ça va être des endroits localisés au bord de mer ou dans des endroits recherchés en France et qui sont amenés à se valoriser dans le temps. Donc c'est toujours un ou deux. On ne sélectionnera pas de biens que nous allons proposer à des investisseurs qui seraient des biens en pleine campagne, dans la pampa, qui n'auraient pas d'intérêt particulier. Hein. L'idée, c'est de penser toujours au fait que vous allez récupérer le bien dans 10, 15, 20 ans. Il faut qu'il ait pris de la valeur et qu'il soit facilement ressortable, entre guillemets, c'est-à-dire que vous puissiez, si vous souhaitez le revendre ou le mettre en location, le faire facilement. Peut-on les visiter? La réponse est oui, c'est tout l'avantage de l'ancien. Je parlais tout à l'heure du neuf, où on achète en général sur plan. Là, l'ancien, l'avantage, c'est qu'évidemment, tous nos biens sont visitables et ça vous permet effectivement de vous faire une idée de l'actif. Une autre question de Jean, pourquoi le vendeur accepte-t-il de payer une assurance au bénéfice de l'acheteur? Eh bien, le vendeur va payer cette assurance parce qu'il la voit comme une forme de prévoyance. Ça va lui permettre soit de rester dans le bien au-delà de l'usufruit temporaire qui a été fixé, parce que cette assurance va vous indemniser, vous acheteurs, tant qu'il occupe le bien. Donc ça lui permet de se dire, si je veux rester encore dans le bien au-delà de cet usufruit, même si j'ai 93, 94, 95 ans, ça me permet, je me couvre avec cette assurance, parce qu'elle indemnisera, c'est pas moi qui vais payer un loyer, c'est l'assurance qui va indemniser mon acheteur. Et la deuxième raison, c'est que si jamais il ne veut pas rester dans le bien, eh bien, il aura un revenu immédiat qui lui reviendra pour financer sa maison de retraite ou le lieu où il se rendra. Il sait qu'il aura un revenu complémentaire qui lui permettra de financer cette maison. Donc, c'est une vraie prévoyance pour lui et c'est lui qui décide, donc c'est lui qui paye. Une autre question de Mathilde. Bonjour, est-il possible d'acheter plusieurs biens pour jouer la diversification? Bien sûr, c'est un investissement immobilier comme un autre. C'est comme certaines personnes qui achètent plusieurs biens locatifs. On peut acheter plusieurs biens en nue propriété sans aucun problème. En fonction de l'enveloppe budgétaire que vous avez, vous pouvez très bien, pour diversifier, ventiler cette enveloppe et acheter plusieurs biens. Johan qui me pose la question, qui paye l'assurance Allianz? Alors, comme je l'ai précisé, c'est le vendeur, l'usufruitier, enfin, celui qui va conserver l'usage du bien, qui paye l'assurance. Vous, acheteur de nue propriété, vous ne payez rien, c'est lui qui la paye. Mais c'est vous qui en êtes bénéficiaire. Une question de Jean, comment payer le complément de prix en cas de décès prématuré? Alors, c'est une très bonne question. Ce complément, vous avez trois manières en résumé de le régler. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que vous connaissez tous les montants à l'avance, hein, puisque à partir du moment où la vente est faite aujourd'hui, vous achetez la nue propriété, on connaît la valeur du bien, et donc on connaît la valeur de l'usufruit qui est laissé au vendeur. Donc, si c'est 15 ans, on connaît la valeur des 14 dernières années, des 13 dernières, des 12 dernières, des 11 dernières, etc. Cette valeur résiduelle, après abattement, est mentionnée à l'acte. Elle est figée, elle est claire, elle n'est pas négociée demain. Donc, si jamais ça devait arriver, si le cas devait se produire dans 3 ans, il suffit de regarder dans l'acte quel était le montant prévu de ces 12 années résiduelles. Quelle est la valeur? Ce complément, vous le connaissez donc par avance. Soit vous avez les fonds, la question ne se pose pas, vous avez les fonds sur un contrat d'assurance vie, vous réglez ce complément, c'est réglé. Deuxième possibilité, vous empruntez. Vous allez devenir, le jour où si vous avez à verser ce complément, vous êtes devenu plein propriétaire, de fait. Donc vous appelez votre banque, vous dites voilà, j'ai un bien qui vaut 600 000 euros, j'ai 50 000 euros de complément à verser parce que j'ai récupéré le bien plus tôt. Est-ce que vous pouvez me prêter ces 50 000 euros? Je vais mettre le bien en location. Je peux vous donner en garantie, je suis plein propriétaire. Donc, aucun sujet pour le banquier, évidemment. Prêter 50 000 sur un bien qui vaut 1 million, ou 600 000, pardon, dans mon exemple, ne pose aucun problème. Donc, deuxième possibilité pour vous, emprunter. Si vous ne pouvez pas emprunter, si vous n'avez pas les revenus,
troisième possibilité, le revendre. C'est le choix de beaucoup d'investisseurs. Des investisseurs qui disent, voilà, moi j'ai acheté un bien 350 000 qui vaut 600, je récupère le bien plus tôt, j'ai 50 000 ou 100 000 à rajouter parce que j'ai récupéré le bien beaucoup plus tôt, je revends le bien tout de suite et je prends la différence nette d'impôt, la décote nette d'impôt. Il faut savoir que vous avez 6 mois pour régler ce complément à compter du jour où vous disposez du bien. C'est-à-dire le bien a été vidé, hein, vous êtes un propriétaire, vous le récupérez, et là vous avez 6 mois pour verser ce complément. 6 mois pourquoi? Parce qu'on peut vous laisser évidemment le temps de le revendre si vous souhaitez le revendre pour financer le complément. Voilà, sur la question du complément. Une autre question de Quentin. Si on veut prendre plus de risques, est-il possible de laisser un usufruit à vie au vendeur? Oui, absolument, c'est possible d'acheter la nue propriété d'un bien en laissant un usufruit à vie au vendeur. Et là, vous prenez effectivement votre risque. Les calculs vont être faits sur l'espérance de vie du vendeur. Hein, on va prendre l'étape de mortalité. On prend son espérance de vie. S'il a 15 ans d'espérance de vie, on fait les calculs sur 15 ans d'usage. Si le vendeur, l'occupant vit moins longtemps que 15 ans, ben, vous n'avez rien à rajouter, vous récupérez le bien, vous avez gagné. Si en revanche, il reste et il reste dans le bien 16 ans, 20 ans, 25 ans, vous avez pris votre risque, votre TRI va se dégrader fortement. Mais voilà, c'est vraiment votre rapport au risque. C'est soit vous voulez sécuriser l'économie de l'opération, et je préconise très fortement le contrat Monetivia, c'est-à-dire le démembrement temporaire avec assurance. Soit vous dites non, moi je suis prêt à prendre un peu plus de risques, c'est pas grave, j'achète la nue propriété, je mets ça en portefeuille, rendez-vous le jour où je récupère le bien. Et à ce moment-là, effectivement, c'est ce qu'on appelle une nue propriété sèche. Vous achetez la nue propriété et vous laissez un usufruit à votre vendeur. Rendez-vous le jour où il est ça. Question de Julien. Peut-on faire de la nue propriété avec ses parents? Y a-t-il un intérêt par rapport à l'héritage du bien? Alors, chaque cas est particulier, donc il faut comprendre où vous en êtes. Il faut faire une étude patrimoniale, parce qu'il faut voir si vous avez plusieurs enfants, s'il y a eu des abattements qui ont déjà été faits, est-ce que de la nue propriété a déjà été donnée ou pas. Est-ce que c'est intéressant pour des parents de donner la nue propriété à des enfants et de conserver un usufruit? La réponse est oui, beaucoup de parents le font. Ils le font pour écraser les droits de succession sur l'usufruit, puisqu'à leur décès, le bien sera remembré et les enfants n'auront pas de droit à payer sur le bien. Maintenant, le revers de la médaille, c'est que quand les parents donnent la nue propriété à leurs enfants, ben les enfants n'ont qu'un titre de propriété, ils n'ont pas d'argent. Hein, ils ont la propriété du bien, mais ils vont devoir attendre le décès des parents pour récupérer le bien et du coup, soit le revendre, soit le louer, soit en tirer un capital ou un revenu. C'est pour ça que beaucoup de parents aujourd'hui, voire même des enfants, vendent la nue propriété dont ils ont hérité des parents de leur vivant, ou alors les parents eux-mêmes vendent la nue propriété parce qu'ils monétisent l'actif immobilier. Ils préfèrent avoir le cash tout de suite. Donc vous êtes un enfant, vos parents vous ont donné la nue propriété, ils ont gardé l'usufruit. Certes, vous avez un titre, mais ça peut être intéressant de vendre la nue propriété tout de suite pour avoir, parce que vous avez 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, et que c'est maintenant que vous constituez votre patrimoine et que votre vie, j'ai envie de dire que vous construisez votre vie, c'est plus intéressant d'avoir l'argent aujourd'hui que dans 20 ans. Quelle est la différence avec les formules en viager? Eh ben, c'est une question de risque, tout simplement. C'est une question de Karima. Quelle est la différence avec les formules en viager? Les formules en viager, c'est que vous prenez beaucoup plus de risques. Donc, beaucoup plus de risques, ça veut dire potentiellement beaucoup plus de gains ou beaucoup plus de pertes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Là, vous êtes sécurisé. Toute l'économie d'opération est connue à l'avance. Il n'y a pas de gagnant ou de perdant. On ne saura qu'à la fin qui a gagné ou qui a perdu. Le principe viager, c'est ça. Hein. Il n'y aura qu'un gagnant à la fin, soit le vendeur, soit l'acheteur. Mais là, vous avez deux gagnants. C'est un contrat qui est parfaitement équilibré. Vous avez un vendeur qui est sûr de ne pas perdre et un acheteur qui est sûr de gagner. C'est là où est l'équilibre.
Michael qui me pose une question très intéressante. Merci pour les informations. Comment trouver des biens qui sont vendus par des seniors et qui cherchent à céder la nue propriété pour devenir usufruitiers? Eh bien, tout simplement en allant sur le site de Monetivia et en regardant la sélection qu'opère Monetivia sur des biens. Ces vendeurs, Monetivia est appelé par des vendeurs en direct qui cherchent à faire ce type d'opération, à arbitrer leurs biens, à le monétiser, ce qu'on appelle monétisation immobilière, et donc à vendre la nue propriété de leurs biens aux conditions, au format du contrat Monetivia, qui les sécurise eux et qui sécurise l'investisseur. Donc si vous voulez voir le type de bien, il y a tout type de bien, ça va de 100 000 euros en nue propriété à 15 millions d'euros. Donc oui, il y en a pour tout le monde, c'est vraiment pour tous les budgets, pour toutes les localisations. Hein. Vous pouvez acheter en Ile-de-France, vous pouvez acheter donc à Paris et première ou deuxième couronne, vous pouvez acheter à Lyon et sa région, vous pouvez acheter en région PACA, vous pouvez acheter en Bordeaux et sa région, vous pouvez acheter en Bretagne. Il y en a vraiment pour tous les budgets, pour toutes les aspirations, j'ai envie de dire. Hein. Chacun a ses objectifs et surtout aussi pour toutes les durées, parce qu'on va faire des durées qui vont les plus courtes qu'on peut vous proposer, c'est 3 ans, mais alors c'est vraiment rarissime. Cela, hein, partez plutôt on est plutôt entre 10 et 25 ans en règle générale. Question de Xavier. Qu'est-ce que le taux d'actualisation? Le taux d'actualisation, c'est un taux qui vous permet de donner la valeur de l'argent de demain à aujourd'hui. Hein, le fait de percevoir la totalité des loyers sur les 15 prochaines années à aujourd'hui, eh ben, on donne la valeur de demain à aujourd'hui. Hein. 1 000 euros que je vous donne aujourd'hui, que je vous promets de vous donner dans 10 ans, les 1 000 euros de dans 10 ans n'ont pas du tout la même valeur que celle d'aujourd'hui. Et donc, on va actualiser, on va donner la valeur de demain à aujourd'hui. C'est ça qui est totalement usité hein, sur le marché. Hein, on actualise toujours les flux futurs. C'est le principe de raisonner, on appelle ça la valeur actualisée nette. Hein, on raisonne en vanne. Et donc, on actualise les flux futurs à la valeur d'aujourd'hui. Question de Clément. Est-ce possible d'acheter le bien de parents en nue propriété pour éviter les droits de succession? On peut acheter le bien à ses parents, mais vous n'avez pas un réel intérêt puisque vous aurez décaissé. Vous allez éviter les droits, certes, mais vous allez décaisser par rapport à une donation où vous aurez donné la valeur de l'actif et où on ne paye que les droits. Il y a un calcul à faire, mais c'est pas forcément plus intéressant d'acheter la nue propriété à ses parents plutôt que d'en hériter de la vente. Bonsoir, est-il possible d'acheter à plusieurs? Question de Michael. Oui, vous pouvez acheter bien sûr une nue propriété à plusieurs, mais ça veut donc dire que lorsque le bien sera remembré, vous serez plusieurs à l'avoir acheté. Vous pouvez l'acheter soit en direct, soit via une société civile, par exemple, une personne morale que vous constitueriez pour pouvoir acheter ce bien. Mais oui, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup, par exemple, de parents qui achètent avec leur enfant la nue propriété. Question d'Ousmane. Bonjour, les conditions d'accès à l'emprunt sont-elles similaires à un investissement immobilier classique en pleine propriété? Alors, c'est un sujet que je n'ai pas abordé et qui effectivement mérite de l'être. Le financement de ce type d'opération est particulier, il n'est pas classique. Non, c'est pas, on ne finance pas, on n'emprunte pas de la même manière pour une raison simple, c'est que la banque qui vous prête ne va pas prendre en garantie la nue propriété. Elle ne peut pas, elle ne veut pas, elle pourrait le faire, mais elle ne veut pas le faire parce que vous ne possédez pas l'entièreté du bien. Donc, si jamais il y avait un défaut de paiement de votre part, elle ne pourrait pas faire jouer sa garantie et se rembourser en n'ayant que la nue propriété, parce qu'elle ne veut pas revendre la nue propriété, elle voudrait vendre la totalité du bien. Donc, la manière de faire, c'est de proposer, si vous voulez emprunter, d'avoir à disposition ce qu'on appelle une garantie déplacée. Vous allez donner un autre actif à la banque en garantie. Vous achetez un bien qui vaut 300 000 euros en nue propriété, vous allez devoir donner, et vous voulez emprunter 200 000 euros, vous allez devoir donner à la banque en garantie un actif, soit financier, soit immobilier, d'une valeur de 200 000 euros.
Donc, si vous avez un bien locatif par ailleurs, ou votre résidence principale, ou je ne sais quel autre bien immobilier, vous pouvez dire à la banque, mais il ne faut pas qu'il y ait de dette dessus, attention, parce que la banque, sinon, ne va pas vouloir se mettre en deuxième rang, elle va vouloir être en premier rang, la première remboursée en cas de défaut. Donc, s'il n'y a pas de dette, vous pouvez dire, bah, tiens, j'ai tel bien locatif qui a une valeur de 200 000 euros, je donne ce bien, la banque peut mettre une hypothèque sur ce bien-là et me prêter pour acheter la nue propriété que je veux par ailleurs. Question de Joël. Comment ces biens sont-ils pris en compte dans l'impôt sur la fortune? Alors, la nue propriété, à partir du moment où il n'y a pas de dette, hein, bien sûr, la nue propriété rentre dans sa valeur fiscale dans votre patrimoine immobilier. C'est-à-dire qu'il y a un partage de droits, l'usufruitier rentre sa valeur dans son patrimoine à lui, et vous, en tant que nu propriétaire, vous rentrez dans votre patrimoine la valeur de la nue propriété fiscale. Je précise toujours fiscale, parce que ce n'est pas la valeur économique auquel vous achetez le bien. Le fisc a un barème, qui s'appelle le barème 669, et qui attribue une valeur fiscale à la nue propriété. Donc, elle est toujours assez proche du coût et la valeur économique, mais c'est bien cette valeur de nue propriété que vous rentrez dans votre patrimoine. Donc, vous bénéficiez d'une décote. Hein, vous ne rentrez pas par rapport à quelqu'un qui achèterait le bien en locatif, par exemple, le bien en pleine propriété. Lui, il va rentrer 100% du bien dans son patrimoine immobilier. Vous allez rentrer le bien décoté, c'est-à-dire de la valeur de la nue propriété fiscale. Si vous mettez de la dette pour l'acquérir, évidemment, elle neutralise l'actif, hein, actif-passif. Et là, à ce moment-là, vous ne rentrerez rien, puisque la dette neutralisera l'actif. Question de Clément. Peut-on récupérer le bien en usufruit si le vendeur quitte le bien? Alors, si le vendeur quitte le bien, il y a deux manières de voir les choses. Soit il le quitte parce qu'il est décédé, donc de fait, l'usufruit s'éteint. Hein. Un usufruit ne vit que par son détenteur. Si le détenteur décède, l'usufruit s'éteint, le bien est remembré pour récupérer le bien. Mais je présume que le cas de figure que vous évoquez, c'est si le vendeur est contraint de quitter le bien avant le terme de l'usufruit. Il doit partir, pour une raison ou pour une autre, ou il veut partir. À ce moment-là, il est usufruitier, il a donc la possibilité de mettre le bien en location et de percevoir les loyers jusqu'au terme de l'usufruit. Là, c'est très encadré, c'est prévu à l'acte, il ne peut pas, lui, louer seul. Hein, c'est un professionnel de l'immobilier seul qui peut mettre le bien en location, c'est-à-dire par défaut Monetivia, ou un professionnel qu'auront choisi les deux parties, c'est-à-dire l'acheteur et le vendeur. L'idée étant évidemment de vous prémunir, vous acheteurs, d'une location sauvage ou d'un mauvais locataire qui ne serait pas à un prix de marché ou je ne sais quoi. Donc l'idée, c'est évidemment toujours pareil de sécuriser l'opération et de vous rendre totalement serein par rapport à cette opération. Donc si jamais le bien devait être mis en location, c'est un professionnel qui s'en occuperait. Deuxième possibilité qui s'offre au vendeur, c'est de vous appeler et de vous dire, écoutez, voilà, il y a un complément de prix qui était prévu à l'acte en cas de décès. Je ne suis pas mort, mais je quitte le bien. Est-ce que ça vous intéresse de racheter l'usufruit résiduel au prix, au complément qui est dans l'acte et qui a été abattu d'un tiers? Et là, c'est optionnel. Si vous faites, c'est à vous vous dites oui, vous dites non. Ça vous intéresse, vous pouvez. Si ça ne vous intéresse pas, vous dites non, non, ça ne m'intéresse pas. Je préfère attendre le terme de l'usufruit. Et à ce moment-là, je récupérerai le bien avec un locataire à prix de marché qui aura été mis en place, etc. Voilà. On me dit que le webinaire touche à sa fin. Je vais devoir donc m'arrêter là. Pour ceux auxquels je n'ai pas pu répondre encore aux questions qui m'ont été posées, je le ferai bien évidemment par mail. Monetivia le fera évidemment et reviendra vers vous pour répondre à votre question. Sachez que vous recevrez aussi en replay cette vidéo. Et donc n'hésitez pas, si de toute façon vous avez d'autres questions, vous avez l'adresse et de l'UFE et de Monetivia, contact@monetivia.com pour poser toutes vos questions. Et si vous êtes intéressé par étudier, vous avez un projet d'investissement, n'hésitez pas à nous contacter, on vous accompagnera avec plaisir. Voilà, merci beaucoup à vous tous et je vous dis à très bientôt, peut-être. Merci à vous.